La débâcle par Émile Zola. Partie 14 du livre audio. Chapitre 7 de la partie 3 du roman. Au lendemain de Sedan, les deux armées allemandes s'étaient remises à rouler leurs flots d'hommes vers Paris. L'armée de la Meuse arrivait au nord par la vallée de la Marne, tandis que l'armée du prince royal de Prusse, après avoir passé la Seine à Villeneuve-Saint-Georges, se dirigeait sur Versailles, en contournant la ville au sud. Et ce tiède matin de septembre, quand le général Ducrot, auquel on avait confié le 14e corps, à peine formé, résolut d'attaquer cette dernière pendant sa marche de flanc, Maurice, qui campait dans les bois à gauche de Meudon, avec son nouveau régiment, le 115e, ne reçut l'ordre de marcher que lorsque le désastre était déjà certain. Quelques obus avaient suffi. Une effroyable panique s'était déclarée dans un bataillon de zouaves composé de recrues. Le reste des troupes venait d'être emporté au milieu d'une débandade telle que ce galop de déroute ne s'arrêta que derrière les remparts, dans Paris, où l'alarme fut immense. Toutes les positions en avant des forts du sud étaient perdues. Et, le soir même, le dernier fil qui reliait la ville à la France, le télégraphe du chemin de fer de l'Ouest, fut coupé. Paris était séparé du monde. Ce fut, pour Maurice, une soirée d'affreuse tristesse. Si les Allemands avaient osé, ils auraient campé la nuit sur la place du Carrousel. Mais c'étaient des gens d'absolue prudence, résolus à un siège classique, ayant réglé déjà les points exacts de l'investissement, le cordon de l'armée de la Meuse au nord, de Croissy à la Marne, en passant par Épinay, l'autre cordon de la 3e armée au midi, de Chennevières à Châtillon et à Bougival, pendant que le grand quartier prussien, le roi Guillaume, M. de Bismarck et le général de Moltke régnaient à Versailles. Ce blocus géant, auquel on ne croyait pas, était un fait accompli. Cette ville, avec son enceinte bastionnée de 8 lieues et demi de tours, avec ses 15 forts et ses 6 redoutes détachées, allait se trouver comme en prison. Et l'armée de défense ne comptait que le 13e corps, sauvé et ramené par le général Vinoy, le 14e en voie de formation, confié au général Ducrot, réunissant à eux deux un effectif de 80 000 soldats, auxquels il fallait ajouter les 14 000 hommes de la marine, les 15 000 des corps francs, les 115 000 de la garde mobile, sans parler des 300 000 gardes nationaux répartis dans les 9 secteurs des remparts. S'il y avait là tout un peuple, les soldats aguerris et disciplinés manquaient. On équipait les hommes, on les exerçait, Paris n'était plus qu'un immense camp retranché. Les préparatifs de défense s'enfiévraient d'heure en heure. Les routes coupées, les maisons de la zone militaire rasées, les 200 canons de gros calibre et les 2500 autres pièces utilisées, d'autres canons fondus, tout un arsenal sortant du sol, sous le grand effort patriotique du ministre d'Orient. Après la rupture des négociations de Ferrières, lorsque Jules Favre eut fait connaître les exigences de M. de Bismarck, la cession de l'Alsace, la garnison de Strasbourg prisonnière, 3 milliards d'indemnités, un cri de colère s'éleva, la continuation de la guerre, la résistance fut acclamée comme une condition indispensable à la vie de la France. Même sans espoir de vaincre, Paris devait se défendre pour que la patrie vécût. Un dimanche de la fin septembre, Maurice fut envoyé en corvée à l'autre bout de la ville, et les rues qu'il suivit, les places qu'il traversa, l'emplirent d'une nouvelle espérance. Depuis la déroute de Châtillon, il lui semblait que les cœurs s'étaient haussés pour la grande besogne. Ah, ce Paris qu'il avait connu, si âpre à jouir, si près des dernières fautes, il le retrouvait simple, d'une bravoure gaie, ayant accepté tous les sacrifices. On ne rencontrait que des uniformes, les plus désintéressés portaient un képi de garde nationale. Comme une horloge géante dont le ressort éclate, la vie sociale s'était arrêtée brusquement, l'industrie, le commerce, les affaires. Et il ne restait qu'une passion, la volonté de vaincre, l'unique sujet dont on parlait, qui enflammait les cœurs et les têtes dans les réunions publiques,
pendant les veillées des corps de garde, parmi les continuels attroupements de foules barrant les trottoirs. Ainsi mises en commun, les illusions emportaient les âmes, une tension jetait ce peuple au danger des folies généreuses. C'était déjà toute une crise de nervosité maladive qui se déclarait, une épidémique fièvre exagérant la peur comme la confiance, lâchant la bête humaine débridée au moindre souffle. Et Maurice assista, rue des Martyrs, à une scène qui le passionna. Tout un assaut, une bande furieuse se ruant contre une maison dont on avait vu une des fenêtres hautes, la nuit entière, éclairée d'une vive clarté de lampe, un évident signal aux Prussiens de Bellevue, par-dessus Paris. Des bourgeois hantés vivaient sur leurs toits pour surveiller les environs. La veille, on avait voulu noyer dans le bassin des Tuileries un misérable qui consultait un plan de la ville, ouvert sur un banc. Cette maladie du soupçon, Maurice, autrefois d'esprit si dégagé, venait de la contracter lui aussi, dans l'ébranlement de tout ce qu'il avait cru jusque-là. Il ne désespérait plus, comme au soir de la panique de Châtillon, anxieux de savoir si l'armée française retrouverait jamais la virilité de se battre. La sortie du 30 septembre sur Lay et Chevilly, celle du 13 octobre où les mobiles avaient enlevé Bagneux, enfin celle du 21 octobre dans laquelle son régiment s'était emparé un instant du parc de la Malmaison, lui avait rendu toute sa foi, cette flamme de l'espoir qu'une étincelle suffisait à rallumer et qui le consumait. Si les Prussiens l'avaient arrêté sur tous les points, l'armée ne s'en était pas moins bravement battue. Elle pouvait vaincre encore. Mais la souffrance de Maurice venait de ce grand Paris qui sautait de l'illusion extrême au pire découragement, hanté par la peur de la trahison dans son besoin de victoire. Est-ce qu'après l'empereur et le maréchal de Mac-Mahon, le général Trochu, le général Ducrot n'allaient pas être les chefs médiocres, les ouvriers inconscients de la défaite ? Le même mouvement qui avait emporté l'Empire menaçait d'emporter le gouvernement de la défense nationale, toute une impatience des violents à prendre le pouvoir pour sauver la France. Déjà, Jules Favre et les autres membres étaient plus impopulaires que les anciens ministres tombés de Napoléon III. Puisqu'ils ne voulaient pas battre les Prussiens, ils n'avaient qu'à céder la place à d'autres, aux révolutionnaires certains de vaincre, en décrétant la levée en masse, en accueillant les inventeurs qui offraient de miner la banlieue ou d'anéantir l'ennemi sous une pluie nouvelle de feux grégeois. À la veille du 31 octobre, Maurice fut ainsi ravagé par ce mal de la défiance et du rêve. Il acceptait maintenant des imaginations dont il aurait souri autrefois. Pourquoi pas ? Est-ce que l'imbécilité et le crime n'étaient pas sans bornes ? Est-ce que le miracle ne devenait pas possible au milieu des catastrophes qui bouleversaient le monde ? Il avait toute une longue rancune amassée depuis l'heure où il avait appris Fröschwiller, là-bas, devant Mulhouse. Il saignait de Sedan ainsi que d'une plaie vive, toujours irritée, que le moindre revers suffisait à rouvrir. Il gardait l'ébranlement de chacune des défaites, le corps appauvri, la tête affaiblie par une si longue suite de jours sans pain, de nuits sans sommeil, jeté dans l'effarement de cette existence de cauchemar, ne sachant même plus s'il vivait. Et l'idée que tant de souffrances aboutiraient à une catastrophe nouvelle, irrémédiable, l'affolait, faisait de ce lettré un être d'instinct, retourné à l'enfance, sans cesse emporté par l'émotion du moment. Tout, la destruction, l'extermination plutôt que de donner un sou de la fortune, un pouce du territoire de la France. En lui s'achevait l'évolution qui, sous le coup des premières batailles perdues, avait détruit la légende napoléonienne, le bonapartisme sentimental qu'il devait au récit épique de son grand-père. Déjà même, il n'en était plus à la République théorique et sage. Il versait dans les violences révolutionnaires, croyait à la nécessité de la terreur pour balayer les incapables et les traîtres, en train d'égorger la patrie. Aussi, le 31 octobre, fut-il de cœur avec les émeutiers, lorsque les nouvelles désastreuses se succédèrent coup sur coup. La perte du Bourget, si vaillamment conquis par les volontaires de la presse, dans la nuit du 27 au 28. L'arrivée de M. Thiers à Versailles, de retour de son voyage au travers des capitales de l'Europe, d'où il revenait,
disait-on, pour traiter au nom de Napoléon III. Enfin, la reddition de Metz, dont il apportait l'effroyable certitude au milieu des bruits vagues qui couraient déjà, le dernier coup de massue. Un autre Sedan, d'une honte plus grande. Et le lendemain, quand il apprit les événements de l'hôtel de ville, les émeutiers vainqueurs un instant, les membres du gouvernement de la défense nationale prisonniers jusqu'à 4 heures du matin, sauvés seulement alors par un revirement de la population, exaspérés contre eux d'abord, inquiète ensuite à la pensée de l'insurrection victorieuse, il regretta cet avortement, cette commune, d'où le salut serait venu peut-être, l'appel aux armes, la patrie en danger, tous les classiques souvenirs d'un peuple libre qui ne veut pas mourir. Monsieur Thiers n'osa même pas entrer dans Paris, et l'on fut sur le point d'illuminer après la rupture des négociations. Alors, le mois de novembre se passa dans une impatience fiévreuse. De petits combats eurent lieu, auxquels Maurice ne prit aucune part. Il bivouaquait maintenant du côté de Saint-Ouen. Il s'échappait à chaque occasion, dévoré d'un continuel besoin de nouvelles. Comme lui, Paris attendait, anxieux. L'élection des maires semblait avoir apaisé les passions politiques. Mais presque tous les élus appartenaient aux partis extrêmes. Il y avait là, pour l'avenir, un symptôme redoutable. Et ce que Paris attendait, dans cette accalmie, c'était la grande sortie tant réclamée, la victoire, la délivrance. Cela, de nouveau, ne faisait aucun doute. On culbuterait les Prussiens, on leur passerait sur le ventre. Des préparatifs étaient faits dans la presqu'île de Gennevilliers, le point jugé le plus favorable pour une trouée. Puis, un matin, on eut la joie folle des bonnes nouvelles de Coulmiers. Orléans repris, l'armée de la Loire en marche, déjà campée à Étampes, disait-on. Tout fut changé. Il ne s'agissait plus que d'aller lui donner la main, de l'autre côté de la Marne. On avait réorganisé les forces militaires, créé 3 armées, l'une composée des bataillons de la garde nationale, sous les ordres du général Clément Thomas, l'autre formée des 13e et 14e corps, augmentés des meilleurs éléments pris un peu partout, que le général Ducrot devait conduire à la grande attaque. L'autre, enfin, la 3e, l'armée de réserve, faite uniquement de gardes mobiles et confiée au général Vinoy. Et, une fois absolue, soulevait Maurice, quand, le 28 novembre, il vint coucher dans le bois de Vincennes avec le 115e. Les 3 corps de la 2e armée étaient là. On racontait que le rendez-vous, donné à l'armée de la Loire, était pour le lendemain, à Fontainebleau. Puis, tout de suite, ce furent les malchances, les fautes habituelles. Une crue subite qui empêcha de jeter les ponts de bateaux, des ordres fâcheux qui attardèrent les mouvements. La nuit suivante, le 115e, un des premiers, passa la rivière. Et, dès 10 heures, sous un feu effroyable, Maurice pénétra dans le village de Champigny. Il était comme fou, son chasse-peau lui brûlait les doigts, malgré le froid terrible. Son unique vouloir, depuis qu'il marchait, était d'aller ainsi en avant, toujours, jusqu'à ce qu'on eût rejoint les camarades de la province, là-bas. Mais, en face de Champigny et de Brie, l'armée venait de se heurter contre les murs des parcs de Queuilly et de Villiers, des murs d'un demi-kilomètre, dont les Prussiens avaient fait des forteresses imprenables. C'était la borne où tous les courages échouèrent. Dès lors, il n'y eut plus qu'hésitation et recul. Le 3e corps s'était attardé. Le 1er et le 2e, immobilisés déjà, défendirent 2 jours Champigny, qu'ils durent abandonner dans la nuit du 2 décembre, après leur stérile victoire. Cette nuit-là, toute l'armée revint camper sous les arbres du bois de Vincennes, blanc de givre. Et Maurice, les pieds morts, la face contre la terre glacée, pleura. Ah, les mornes et tristes journées, après l'avortement de cet immense effort. La grande sortie, préparée depuis si longtemps, la poussée irrésistible qui devait délivrer Paris, venait d'échouer. Et, 3 jours plus tard, une lettre du général de Moltke annonçait que l'armée de la Loire, battue, avait de nouveau abandonné Orléans. C'était le cercle qui se resserrait plus étroit, impossible désormais à rompre. Mais Paris,
dans sa fièvre de désespoir, semblait trouver des forces nouvelles de résistance. Les menaces de famine commençaient. Dès le milieu d'octobre, on avait rationné la viande. En décembre, il ne restait pas une bête des grands troupeaux de bœufs et de moutons lâchés au travers du bois de Boulogne, dans la poussière de leur piétinement continu, et l'on s'était mis à abattre les chevaux. Les provisions, plus tard les réquisitions de farine et de blé, devaient donner 4 mois de pain. Quand les farines s'étaient épuisées, il avait fallu construire des moulins dans les gares. Le combustible aussi manquait. On le réservait pour moudre les grains, cuire le pain, fabriquer les armes. Et Paris, sans gaz, éclairé par de rares lampes à pétrole, Paris grelottant sous son manteau de glace, Paris à qui on rationnait son pain noir et sa viande de cheval, espérait quand même, parlait de Faidherbe au nord, de Chanzy sur la Loire, de Bourbaki dans l'est, comme si quelque prodige allait les amener victorieux sous les murs. Devant les boulangeries et les boucheries, les longues queues qui attendaient, dans la neige, s'égayaient encore parfois, à la nouvelle de grandes victoires imaginaires. Après l'abattement de chaque défaite, l'illusion tenace renaissait, flambait plus haute parmi cette foule hallucinée de souffrance et de faim. Sur la place du château d'eau, un soldat ayant parlé de se rendre, les passants avaient failli le massacrer. Tandis que l'armée, à bout de courage et sentant venir la faim, demandait la paix, la population réclamait encore la sortie en masse, la sortie torrentielle, le peuple entier, les femmes, les enfants eux-mêmes, se ruant sur les Prussiens, en un fleuve débordé qui renverse et emporte tout. Et Maurice s'isolait de ses camarades, avait une haine grandissante contre son métier de soldat qui le parquait à l'abri du mont Valérien, oisif et inutile. Aussi faisait-il naître les occasions, s'échappant avec plus de hâte pour venir dans ce Paris où était son cœur. Il ne se trouvait à l'aise qu'au milieu de la foule, il voulait se forcer à espérer comme elle. Souvent, il allait voir partir les ballons qui, tous les 2 jours, s'enlevaient de la gare du Nord, emportant des pigeons voyageurs et des dépêches. Dans le triste ciel d'hiver, les ballons montaient, disparaissaient, et les cœurs se serraient d'angoisse lorsque le vent les poussait vers l'Allemagne. Beaucoup devaient s'être perdus. Lui-même avait écrit 2 fois à sa sœur Henriette, sans savoir si elle recevait ses lettres. Le souvenir de sa sœur, le souvenir de Jean, était si reculé, là-bas, au fond de ce vaste monde d'où rien n'arrivait plus, qu'il songeait rarement à eux, comme à des affections laissées dans une autre existence. Son être était trop plein de la continuelle tempête d'abattement et d'exaltation où il vivait. Puis, dès les premiers jours de janvier, ce fut une autre colère qui le souleva, celle du bombardement des quartiers de la rive gauche. Il avait fini par attribuer à des raisons d'humanité les retards des Prussiens, dus simplement à des difficultés d'installation. Maintenant qu'un obus avait tué 2 petites filles au Val-de-Grâce, il était plein d'un mépris furieux contre ces barbares qui assassinaient les enfants, qui menaçaient de brûler les musées et les bibliothèques. D'ailleurs, après les premiers jours d'effroi, Paris reprenait sous les bombes sa vie d'héroïque entêtement. Depuis l'échec de Champigny, il n'y avait plus eu qu'une nouvelle tentative malheureuse du côté du Bourget. Et le soir où, sous le feu des grosses pièces battant les forts, le plateau d'Avron dut être évacué, Maurice partagea l'irritation dont la violence gagna toute la ville. Le souffle d'impopularité croissante qui menaçait d'emporter le général Trochu et le gouvernement de la Défense nationale en fut accru, au point de les forcer à tenter un suprême et inutile effort. Pourquoi refusait-il de mener au feu les 300 000 gardes nationaux qui ne cessaient de s'offrir, de réclamer leur part au danger ? C'était la sortie torrentielle qu'on exigeait depuis le premier jour, Paris rompant ses digues, noyant les Prussiens sous le flot colossal de son peuple. Il fallut bien céder à ce vœu de bravoure, malgré la certitude d'une nouvelle défaite. Mais, pour restreindre le massacre, on se contenta d'employer, avec l'armée active, les 59 bataillons de la garde nationale mobilisés. Et, la veille du 19 janvier, ce fut comme une fête. Une foule énorme, sur les boulevards et dans les Champs-Élysées,
regarda défiler les régiments qui, musique en tête, chantaient des chants patriotiques. Des enfants, des femmes les accompagnaient, des hommes montaient sur les bancs pour leur crier des souhaits enflammés de victoire. Puis, le lendemain, la population entière se porta vers l'Arc de Triomphe. Une folie d'espoir l'envahit lorsque, le matin, arriva la nouvelle de l'occupation de Montretout. Des récits épiques couraient sur l'élan irrésistible de la garde nationale. Les Prussiens étaient culbutés, Versailles allait être pris avant le soir. Aussi, quel effondrement, à la nuit tombante, quand l'échec inévitable fut connu. Tandis que la colonne de gauche occupait Montretout, celle du centre, qui avait franchi le mur du parc de Buzenval, se brisait contre un second mur intérieur. Le dégel était venu. Une petite pluie persistante avait détrempé les routes. Et les canons, ces canons fondus à l'aide de souscriptions dans lesquelles Paris avait mis de son âme, ne purent arriver. À droite, la colonne du général Ducrot, engagée trop tard, restait en arrière. On était au bout de l'effort. Le général Trochu dut donner l'ordre d'une retraite générale. On abandonna Montretout, on abandonna Saint-Cloud que les Prussiens incendièrent. Et, dès que la nuit fut noire, il n'y eut plus, à l'horizon de Paris, que cet incendie immense. Cette fois, Maurice lui-même sentit que c'était la fin. Durant 4 heures, sous le terrible feu des retranchements prussiens, il était resté dans le parc du Buzenval avec des gardes nationaux. Et, les jours suivants, quand il fut rentré, il exalta leur courage. La garde nationale s'était en effet bravement conduite. Dès lors, la défaite ne venait-elle pas forcément de l'imbécilité et de la trahison des chefs ? Rue de Rivoli, il rencontra des attroupements qui criaient « À bas, Trochu ! Vive la Commune !» C'était le réveil de la passion révolutionnaire, une nouvelle poussée d'opinion si inquiétante que le gouvernement de la Défense nationale, pour ne pas être emporté, crut devoir forcer le général Trochu à se démettre et le remplaça par le général Vinoy. Ce jour même, dans une réunion publique de Belleville, où il était entré, Maurice entendit réclamer de nouveau l'attaque en masse. L'idée était folle, il le savait, et son cœur battit pourtant devant cette obstination à vaincre. Quand tout est fini, ne reste-t-il pas à tenter le miracle ? La nuit entière, il rêva de prodiges. 8 longs jours encore s'écoulèrent. Paris agonisait, sans une plainte. Les boutiques ne s'ouvraient plus, les rares passants ne rencontraient plus de voitures dans les rues désertes. On avait mangé 40 000 chevaux, on en était arrivé à payer très cher les chiens, les chats et les rats. Depuis que le blé manquait, le pain, fait de riz et d'avoine, était un pain noir, visqueux, d'une digestion difficile. Et pour en obtenir les 300 grammes du rationnement, les queues interminables devant les boulangeries devenaient mortelles. Ah, ces douloureuses stations du siège, ces pauvres femmes grelottantes sous les averses, les pieds dans la boue glacée, toute la misère héroïque de la grande ville qui ne voulait pas se rendre. La mortalité avait triplé, les théâtres étaient transformés en ambulances. Dès la nuit, les anciens quartiers luxueux tombaient à une paix morne, à des ténèbres profondes, pareilles à des faubourgs de cités maudites, ravagés par la peste. Et, dans ce silence, dans cette obscurité, on n'entendait que le fracas continu du bombardement. On ne voyait que les éclairs des canons qui embrasaient le ciel d'hiver. Tout d'un coup, le 29 janvier, Paris sut que, depuis l'avant-veille, Jules Favre traitait avec M. de Bismarck pour obtenir un armistice. Et, en même temps, il apprenait qu'il n'y avait plus que 10 jours de pain, à peine le temps de ravitailler la ville. C'était la capitulation brutale qui s'imposait. Paris, morne, dans la stupeur de la vérité qu'on lui disait enfin, laissa faire. Ce même jour, à minuit, le dernier coup de canon fut tiré. Puis, le 29, lorsque les Allemands eurent occupé les forts, Maurice revint camper avec le 115e du côté de Montrouge, en dedans des fortifications. Et alors commença pour lui une existence vague, pleine de paresse et de fièvre. La discipline s'était fort relâchée,
Les soldats se débandaient, attendaient en flânant d'être renvoyés chez eux. Mais lui restait éperdu, d'une nervosité ombrageuse, d'une inquiétude qui se tournait en exaspération aux moindres heures. Il lisait avidement les journaux révolutionnaires, et cet armistice de 3 semaines, uniquement conclu pour permettre à la France de nommer une assemblée qui déciderait de la paix, lui semblait un piège, une trahison dernière. Même si Paris se trouvait forcé de capituler, il était, avec Gambetta, pour la continuation de la guerre sur la Loire et dans le Nord. Le désastre de l'armée de l'Est, oublié, forcé de passer en Suisse, l'enragea. Ensuite, ce furent les élections qui achevèrent de l'affoler. C'était bien ce qu'il avait prévu. La province poltronne, irritée de la résistance de Paris, voulant la paix quand même, ramenant la monarchie sous les canons encore braqués des Prussiens. Après les premières séances de Bordeaux, Thiers, élu dans 26 départements, acclamé chef du pouvoir exécutif, devint à ses yeux le monstre, l'homme de tous les mensonges et de tous les crimes. Et il ne décoléra plus. Cette paix conclue par une assemblée monarchique lui paraissait le comble de la honte. Il délirait à la seule idée des dures conditions, l'indemnité des 5 milliards, Metz livré, l'Alsace abandonnée, l'or et le sang de la France coulant par cette plaie, ouverte à son flanc, inguérissable. Alors, dans les derniers jours de février, Maurice se décida à déserter. Un article du traité disait que les soldats campés à Paris seraient désarmés et renvoyés chez eux. Il n'attendit pas. Il lui semblait que son cœur serait arraché s'il quittait le pavé de ce Paris glorieux que la faim seule avait pu réduire. Et il disparut. Il loua, rue des Orties, en haut de la butte des Moulins, dans une maison à 6 étages, une étroite chambre meublée, une sorte de belvédère, d'où l'on voyait la mer sans borne des toitures, depuis les Tuileries jusqu'à la Bastille. Un ancien camarade de la faculté de droit lui avait prêté 100 francs. D'ailleurs, dès qu'il fut installé, il se fit inscrire dans un bataillon de la garde nationale, et les 30 sous de la paye devaient lui suffire. La pensée d'une existence tranquille, égoïste, en province, lui faisait horreur. Même les lettres qu'il recevait de sa sœur Henriette, à laquelle il avait écrit dès le lendemain de l'armistice, le fâchaient, avec leurs supplications, leur désir ardent de le voir venir se reposer à Remilly. Il refusait. Il irait plus tard, lorsque les Prussiens ne seraient plus là. Et la vie de Maurice vagabonda, oisive, dans une fièvre grandissante. Il ne souffrait plus de la faim, il avait dévoré le premier pain blanc avec délice. Paris, alcoolisé, où n'avait manqué ni l'eau-de-vie ni le vin, vivait grassement à cette heure, tombait à une ivrognerie continue. Mais c'était la prison toujours, les portes gardées par les Allemands, une complication de formalités qui empêchait de sortir. La vie sociale n'avait pas repris, aucun travail, aucune affaire encore. Et il y avait là tout un peuple dans l'attente, ne faisant rien, finissant de se détraquer au clair soleil du printemps naissant. Pendant le siège, au moins, le service militaire fatiguait les membres, occupait la tête, tandis que, maintenant, la population avait glissé d'un coup à une vie d'absolue paresse, dans l'isolement où elle demeurait du monde entier. Lui, comme les autres, flânait du matin au soir, respirait l'air vicié par tous les germes de folie qui, depuis des mois, montaient de la foule. La liberté illimitée dont on jouissait achevait de tout détruire. Il lisait les journaux, fréquentait les réunions publiques, haussait parfois les épaules aux âneries trop fortes, rentrait quand même le cerveau hanté de violence, prêt aux actes désespérés pour la défense de ce qu'il croyait être la vérité et la justice. Et, de sa petite chambre, d'où il dominait la ville, il faisait encore des rêves de victoire. Il se disait qu'on pouvait sauver la France, sauver la République, tant que la paix ne serait pas signée. Le 1er mars, les Prussiens devaient entrer dans Paris, et un long cri d'exécration et de colère sortait de tous les cœurs. Maurice n'assistait plus à une réunion publique sans entendre accuser l'Assemblée, Thiers, les hommes du 4 septembre, de cette honte suprême qu'il n'avait pas voulu épargner à la grande ville héroïque. Lui-même, un soir, s'emporta jusqu'à prendre la parole
pour crier que Paris entier devait aller mourir au rempart, plutôt que de laisser pénétrer un seul Prussien. Dans cette population, détraquée par des mois d'angoisse et de famine, tombée désormais à une oisiveté pleine de cauchemars, ravagée de soupçons, devant les fantômes qu'elle se créait, l'insurrection poussait ainsi naturellement, s'organisait au plein jour. C'était une de ces crises morales qu'on a pu observer à la suite de tous les grands sièges, l'excès du patriotisme déçu qui, après avoir vainement enflammé les âmes, se change en un aveugle besoin de vengeance et de destruction. Le comité central, que les délégués de la garde nationale avaient élu, venait de protester contre toute tentative de désarmement. Une grande manifestation se produisit sur la place de la Bastille, des drapeaux rouges, des discours de flammes, un concours immense de foule, le meurtre d'un misérable agent de police lié sur une planche, jeté dans le canal, achevé à coups de pierre. Et 2 jours plus tard, dans la nuit du 26 février, Maurice, réveillé par le rappel et le tocsin, vit passer sur le boulevard des Batignolles des bandes d'hommes et de femmes qui traînaient des canons, s'attela lui-même à une pièce avec 20 autres, en entendant dire que le peuple était allé prendre ses canons place Wagram pour que l'Assemblée ne les livrât pas aux Prussiens. Il y en avait 170. Les attelages manquaient, le peuple les tira avec des cordes, les poussa avec les poings, les monta jusqu'au sommet de Montmartre, dans un élan farouche de horde barbares qui sauve ses dieux. Lorsque, le 1er mars, les Prussiens durent se contenter d'occuper pendant 1 jour le quartier des Champs-Élysées, parqué dans des barrières, ainsi qu'un troupeau de vainqueurs inquiets, Paris lugubre ne bougea pas, les rues désertes, les maisons closes, la ville entière morte, voilée de l'immense crêpe de son deuil. 2 autres semaines se passèrent. Maurice ne savait plus comment coulait sa vie, dans l'attente de cette chose indéfinie et monstrueuse qu'il sentait venir. La paix était définitivement conclue. L'Assemblée devait s'installer à Versailles le 20 mars, et pour lui, rien n'était fini pourtant. Quelque revanche effroyable allait commencer. Le 18 mars, comme il se levait, il reçut une lettre d'Henriette, où elle le suppliait encore de la rejoindre à Remilly, en le menaçant tendrement de se mettre en route elle-même, s'il tardait trop à lui faire cette grande joie. Elle lui parlait ensuite de Jean. Elle lui contait comment, après l'avoir quitté dès la fin de décembre pour rejoindre l'armée du Nord, il était tombé malade d'une mauvaise fièvre dans un hôpital de Belgique. Et, la semaine précédente, il venait seulement de lui écrire que, malgré son état de faiblesse, il partait pour Paris, où il était résolu à reprendre du service. Henriette terminait en priant son frère de lui donner des nouvelles bien exactes sur Jean dès qu'il l'aurait vu. Alors, Maurice, cette lettre ouverte sous les yeux, fut envahi d'une rêverie tendre. Henriette, Jean, sa sœur tant aimée, son frère de misère et de pitié. Mon Dieu, que ces êtres chers étaient loin de ses pensées de chaque heure, depuis que la tempête habitait en lui. Cependant, comme sa sœur l'avertissait qu'elle n'avait pu donner à Jean l'adresse de la rue des Orties, il se promit de le chercher, ce jour-là, en allant voir au bureau militaire. Mais il était à peine descendu, il traversait la rue Saint-Honoré, lorsque 2 camarades de son bataillon lui apprirent les événements de la nuit et de la matinée à Montmartre. Et tous les 3 prirent le pas de course, la tête perdue. Ah, cette journée du 18 mars, de quelle exaltation décisive elle souleva Maurice. Plus tard, il ne put se souvenir nettement de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait fait. D'abord, il se revoyait galopant, furieux de la surprise militaire qu'on avait tentée avant le jour pour désarmer Paris, en reprenant les canons de Montmartre. Depuis 2 jours, Thiers, arrivé de Bordeaux, méditait évidemment ce coup de force, afin que l'Assemblée pût sans crainte proclamer la monarchie à Versailles. Puis, il se revoyait, à Montmartre même, vers 9 heures, enflammé par les récits de victoire qu'on lui faisait, l'arrivée furtive de la troupe, l'heureux retard des attelages qui avaient permis aux gardes nationaux de prendre les armes, les soldats n'osant tirer sur les femmes et les enfants, mettant la crosse en l'air, fraternisant avec le peuple. Puis, il se revoyait courant Paris, comprenant dès midi que Paris appartenait à la Commune, sans même qu'il y eût de bataille. Thiers et les ministres en fuite du ministère des Affaires étrangères où ils s'étaient réunis,
tout le gouvernement en déroute sur Versailles, les 30 000 hommes de troupes emmenés à la hâte, laissant plus de 5 000 des leurs au travers des rues. Puis, vers 5h30, à un angle du boulevard extérieur, ils se revoyaient au milieu d'un groupe de forcenés, écoutant sans indignation le récit abominable du meurtre des généraux Lecomte et Clément Thomas. Ah, des généraux! Ils se rappelaient ceux de Sedan, des jouisseurs et des incapables. Un de plus, un de moins, ça n'importait guère. Et le reste de la journée s'achevait dans la même exaltation qui déformait pour lui toute chose, une insurrection que les pavés eux-mêmes semblaient avoir voulu, grandie et d'un coup maîtresse dans la fatalité imprévue de son triomphe, livrant enfin à 10h du soir l'hôtel de ville aux membres du comité central, étonnés d'y être. Mais un souvenir, pourtant, restait très net dans la mémoire de Maurice. Sa rencontre brusque avec Jean. Depuis 3 jours, ce dernier se trouvait à Paris, où il était arrivé sans un sou, hâve encore, épuisé par la fièvre de 2 mois qu'il avait retenue au fond d'un hôpital de Bruxelles. Et, tout de suite, ayant retrouvé un ancien capitaine du 106e, le capitaine Raveau, il s'était fait engager dans la nouvelle compagnie du 124e que celui-ci commandait. Il y avait repris ses galons de caporal. Il venait, ce soir-là, de quitter justement la caserne du prince Eugène, le dernier, avec son escouade, pour gagner la rive gauche, où toute l'armée avait reçu l'ordre de se concentrer. Lorsque, sur le boulevard Saint-Martin, un flot de foule arrêta ses hommes. On criait, on parlait de les désarmer. Très calme, il répondait qu'on lui fichât la paix, que tout ça ne le regardait pas, qu'il voulait simplement obéir à sa consigne, sans faire de mal à personne. Mais il y eut un cri de surprise. Maurice, qui s'était approché, se jetait à son cou, l'embrassait fraternellement. « Comment ? C'est toi ? Ma sœur m'a écrit. Moi qui voulais, ce matin, aller te demander au bureau de la guerre. » De grosses larmes de joie avaient troublé les yeux de Jean. « Ah, mon pauvre petit, que je suis content de te revoir. Moi aussi, je t'ai cherché. Mais où aller te prendre, dans cette grande gueuse de ville ?» La foule grondait toujours, et Maurice se retourna. « Citoyens, laissez-moi donc leur parler. Ce sont de braves gens, je réponds d'eux. » Il prit les 2 mains de son ami, et à voix plus basse. « N'est-ce pas ? Tu restes avec nous. » Le visage de Jean exprima une surprise profonde. « Avec vous ? Comment ça ?» Puis, un instant, il l'écouta s'irriter contre le gouvernement, contre l'armée, rappeler tout ce qu'on avait souffert, expliquer qu'on allait enfin être les maîtres, punir les incapables et les lâches, sauver la République. Et, à mesure qu'il s'efforçait de le comprendre, sa calme figure de paysan illettré s'assombrissait d'un chagrin croissant. « Oh non, non, mon petit, je ne reste pas, si c'est pour cette belle besogne. Mon capitaine m'a dit d'aller à Vaugirard avec mes hommes, et j'y vais. Quand le tonnerre de Dieu y serait, j'irais tout de même. C'est naturel, tu dois sentir ça. » Il s'était mis à rire, plein de simplicité. Il ajouta « C'est toi qui vas venir avec nous. » Mais d'un geste de furieuse révolte, Maurice lui avait lâché les mains, et tous deux restèrent quelques secondes face à face. L'un dans l'exaspération du coup de démence qui emportait Paris entier, ce mal venu de loin, des ferments mauvais du dernier règne, l'autre fort de son bon sens et de son ignorance, sain encore d'avoir poussé à part dans la terre du travail et de l'épargne. Tous les deux étaient frères pourtant, un lien solide les attachait, et ce fut un arrachement lorsque, soudain, une bousculade qui se produisit les sépara. « Au revoir, Maurice !»« Au revoir, Jean !» C'était un régiment, le 79e, dont la masse compacte, débouchant d'une rue voisine, venait de rejeter la foule sur les trottoirs. Il y eut de nouveaux cris, mais on osa barrer la chaussée aux soldats que les officiers entraînaient. Et la petite escouade du 124e, ainsi dégagée, put suivre sans être retenue davantage. « Au revoir, Jean !»« Au revoir, Maurice !» De la main, ils se saluaient encore, cédant à la fatalité violente de cette séparation, restant quand même le cœur plein l'un de l'autre.
Les jours suivants, Maurice oublia d'abord, au milieu des événements extraordinaires qui se précipitaient. Le 19, Paris s'était réveillé, sans gouvernement, plus surpris qu'effrayé d'apprendre le coup de panique qui venait d'emporter à Versailles, pendant la nuit, l'armée, les services publics, les ministres. Et, comme le temps était superbe, par ce beau dimanche de mars, Paris descendit tranquillement dans les rues regarder les barricades. Une grande affiche blanche du comité central convoquant le peuple pour des élections communales semblait très sage. On s'étonnait simplement de la voir signée par des noms profondément inconnus. À cette aube de la Commune, Paris était contre Versailles, dans la rancune de ce qu'il avait souffert et dans les soupçons qui le hantaient. C'était, d'ailleurs, l'anarchie absolue, la lutte des maires et du comité central, les inutiles efforts de conciliation tentés par les premiers, tandis que l'autre, peu sûr encore d'avoir pour lui toute la garde nationale fédérée, continuait à ne revendiquer modestement que les libertés municipales. Les coups de feu tirés contre la manifestation pacifique de la place Vendôme, les quelques victimes dont le sang avait rougi le pavé, jetèrent, au travers de la ville, le premier frisson de terreur. Et, pendant que l'insurrection triomphante s'emparait définitivement de tous les ministères et de toutes les administrations publiques, la colère et la peur étaient grandes à Versailles. Le gouvernement se pressait de réunir des forces militaires suffisantes pour repousser une attaque qu'il sentait prochaine. Les meilleures troupes des armées du Nord et de la Loire étaient appelées en hâte. Une dizaine de jours avaient suffi pour réunir près de 80 000 hommes, et la confiance revenait si rapide que, dès le 2 avril, 2 divisions, ouvrant les hostilités, enlevèrent aux fédérés Puteaux et Courbevoie. Ce fut le lendemain seulement que Maurice, parti avec son bataillon à la conquête de Versailles, revit se dresser, dans la fièvre de ses souvenirs, la figure triste de Jean, lui criant au revoir. L'attaque des Versaillais avait stupéfié et indigné la garde nationale. 3 colonnes, une 50aine de 1000 hommes, s'étaient ruées dès le matin par Bougival et par Meudon pour s'emparer de l'assemblée monarchiste et de Thiers, l'assassin. C'était la sortie torrentielle, si ardemment exigée pendant le siège, et Maurice se demandait où il allait revoir Jean, si ce n'était pas là-bas, parmi les morts du champ de bataille. Mais la déroute fut trop prompte, son bataillon atteignait à peine le plateau des Bergères, sur la route de Rueil, lorsque, tout d'un coup, des obus, lancés du mont Valérien, tombèrent dans les rangs. Il y eut une stupeur. Les uns croyaient que le fort était occupé par des camarades, les autres racontaient que le commandant avait pris l'engagement de ne pas tirer. Et une terreur folle s'empara des hommes. Les bataillons se débandèrent, rentrèrent au galop dans Paris, tandis que la tête de la colonne, prise par un mouvement tournant du général Vinoy, allait se faire massacrer dans Rueil. Alors, Maurice, échappé à la tuerie, tout frémissant de s'être battu, n'avait plus eu que de la haine contre ce prétendu gouvernement d'ordre et de légalité qui, écrasé à chaque rencontre par les Prussiens, retrouvait seulement du courage pour vaincre Paris. Et les armées allemandes étaient encore là, de Saint-Denis à Charenton, assistant à ce beau spectacle de l'effondrement d'un peuple. Aussi, dans la crise sombre de destruction qui l'envahissait, approuva-t-il les premières mesures violentes, la construction de barricades barrant les rues et les places, l'arrestation des otages, l'archevêque, des prêtres, d'anciens fonctionnaires. Déjà, de part et d'autre, les atrocités commençaient. Versailles fusillait les prisonniers. Paris décrétait que, pour la tête d'un de ses combattants, il ferait tomber 3 têtes d'otages. Et le peu de raison qui restait à Maurice, après tant de secousses et de ruines, s'en allait au vent de fureur soufflant de partout. La Commune lui apparaissait comme une vengeresse des hontes endurées, comme une libératrice apportant le fer qui ampute, le feu qui purifie. Cela n'était pas très clair dans son esprit. Le lettré en lui évoquait simplement des souvenirs classiques, des villes libres et triomphantes, des fédérations de riches provinces imposant leurs lois au monde. Si Paris l'emportait, il le voyait dans une gloire reconstituant une France de justice et de liberté,
réorganisant une société nouvelle après avoir balayé les débris pourris de l'ancienne. À la vérité, après les élections, les noms des membres de la commune l'avaient un peu surpris par l'extraordinaire mélange de modérés, de révolutionnaires, de socialistes de toutes sectes, à qui la grande œuvre se trouvait confiée. Il connaissait plusieurs de ces hommes, il les jugeait d'une grande médiocrité. Les meilleurs n'allaient-ils pas se heurter, s'annihiler, dans la confusion des idées qu'ils représentaient? Mais, le jour où la commune fut solennellement constituée, sur la place de l'hôtel de ville, pendant que le canon tonnait et que les trophées de drapeaux rouges claquaient au vent, il avait voulu tout oublier, soulevé de nouveau par un espoir sans bornes. Et l'illusion recommençait, dans la crise aiguë du mal à son paroxysme, au milieu des mensonges des uns et de la foi exaltée des autres. Pendant tout le mois d'avril, Maurice fit le coup de feu du côté de Neuilly. Le printemps hâtif fleurissait les lilas, on se battait au milieu de la verdure tendre des jardins, et des gardes nationaux rentraient le soir avec des bouquets au bout de leurs fusils. Maintenant, les troupes réunies à Versailles étaient si nombreuses qu'on avait pu en former 2 armées, l'une de première ligne, sous les ordres du maréchal de Mac-Mahon, l'autre de réserve, commandée par le général Vinoy. Quant à la commune, elle avait pour elle près de 100 000 gardes nationaux mobilisés et presque autant de sédentaires. Mais 50 000 au plus se battaient réellement, et chaque jour, le plan d'attaque des Versaillais s'indiquait davantage. Après Neuilly, ils avaient occupé le château de Bécon, puis Asnières, simplement pour resserrer la ligne de l'investissement, car ils comptaient entrer par le point du jour dès qu'ils pourraient y forcer le rempart sous les feux convergents du mont Valérien et du fort d'Issy. Le mont Valérien était à eux, tous leurs efforts tendaient à s'emparer du fort d'Issy, qu'ils attaquaient en utilisant les anciens travaux des Prussiens. Depuis le milieu d'avril, la fusillade, la canonnade ne cessait plus. À Levallois, à Neuilly, c'était un combat incessant, un feu de tirailleurs de toutes les minutes, le jour et la nuit. De grosses pièces, montées sur des wagons blindés, évoluaient le long du chemin de fer de ceinture, tiraient sur Asnières, par-dessus Levallois. Mais, à Vanves, à Issy surtout, le bombardement faisait rage. Toutes les vitres de Paris en tremblaient, comme aux journées les plus rudes du siège. Et, le 9 mai, lorsqu'après une première alerte, le fort d'Issy tomba définitivement aux mains de l'armée de Versailles, ce fut pour la commune la défaite certaine, un coup de panique qui la jeta aux pires résolutions. Maurice approuva la création d'un comité de salut public. Des pages d'histoire lui revenaient. L'heure n'avait-elle pas sonné des mesures énergiques si l'on voulait sauver la patrie? De toutes les violences, une seule lui avait serré le cœur d'une angoisse secrète, le renversement de la colonne Vendôme. Et il s'accusait de cela comme d'une faiblesse d'enfant. Il entendait toujours son grand-père lui raconter Marengo, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Wagram, la Moskova, des récits épiques dont il frémissait encore. Mais que l'on rasât la maison de Thiers l'assassin, que l'on gardât les otages comme une garantie et une menace, est-ce que cela n'était pas de justes représailles dans cette rage grandissante de Versailles contre Paris, qu'il bombardait, où les obus crevaient les toits, tuaient des femmes? Le sombre besoin de destruction montait en lui, à mesure que la fin de son rêve approchait. Si l'idée justicière et vengeresse devait être écrasée dans le sang, que s'en trouverait donc la terre transformée au milieu d'un de ces bouleversements cosmiques qui ont renouvelé la vie? Que Paris s'effondra, qu'il brûla comme un immense bûcher d'holocauste, plutôt que d'être rendu à ses vices et à ses misères, à cette vieille société gâtée d'abominables injustices. Et il faisait un autre grand rêve noir, la ville géante en cendres, plus rien que des tisons fumant sur les 2 rives, la plaie guérie par le feu, une catastrophe sans nom, sans exemple, d'où sortirait un peuple nouveau. Aussi s'enfiévrait-il davantage aux récits qui couraient. Les quartiers minés, les catacombes bourrées de poudre, tous les monuments prêts à sauter, des fils électriques réunissant les fourneaux pour qu'une seule étincelle les allumât tous d'un coup. Des provisions considérables de matières inflammables, surtout du pétrole, de quoi changer les rues et les places en torrents, en mer de flammes.
La commune l'avait juré, si les Versaillais entraient, pas un n'irait au-delà des barricades qui fermaient les carrefours. Les pavés s'ouvriraient, les édifices crouleraient, Paris flamberait et engloutirait tout un monde. Et lorsque Maurice se jeta à ce rêve fou, ce fut par un sourd mécontentement contre la commune elle-même. Il désespérait des hommes. Il la sentait incapable, tiraillée par trop d'éléments contraires, s'exaspérant, devenant incohérente et imbécile, à mesure qu'elle était menacée davantage. De toutes les réformes sociales qu'elle avait promises, elle n'avait pu en réaliser une seule, et il était déjà certain qu'elle ne laisserait derrière elle aucune œuvre durable. Mais son grand mal, surtout, venait des rivalités qui la déchiraient, du soupçon rongeur dans lequel vivait chacun de ses membres. Beaucoup déjà, les modérés, les inquiets, n'assistaient plus aux séances. Les autres agissaient sous le fouet des événements, tremblaient devant une dictature possible, en étaient à l'heure où les groupes des assemblées révolutionnaires s'exterminent entre eux pour sauver la patrie. Après Cluseret, après Dombrowski, Rossel allait devenir suspect. Delescluze, nommé délégué civil à la guerre, ne pouvait rien lui-même, malgré sa grande autorité. Et le grand effort social, entrevu, s'éparpillait, avortait ainsi, dans l'isolement qui s'élargissait d'heure en heure autour de ces hommes frappés d'impuissance, réduits au coup de désespoir. Dans Paris, la terreur montait. Paris, irrité d'abord contre Versailles, frissonnant des souffrances du siège, se détachait maintenant de la commune. L'enrôlement forcé, le décret qui incorporait tous les hommes au-dessous de 40 ans, avait irrité les gens calmes et déterminé une fuite en masse. On s'en allait, par Saint-Denis, sous des déguisements, avec de faux papiers alsaciens. On descendait dans le fossé des fortifications à l'aide de cordes et d'échelles pendant les nuits noires. Depuis longtemps, les bourgeois riches étaient partis. Aucune fabrique, aucune usine n'avait rouvert ses portes. Pas de commerce, pas de travail. L'existence d'oisiveté continuait dans l'attente anxieuse de l'inévitable dénouement. Et le peuple ne vivait toujours que de la solde des gardes nationaux, ces 30 sous que payaient maintenant les millions réquisitionnés à la banque, les 30 sous pour lesquels beaucoup se battaient, une des causes au fond et la raison d'être de l'émeute. Des quartiers entiers s'étaient vidés, les boutiques closes, les façades mortes. Sous le grand soleil de l'admirable mois de mai, dans les rues désertes, on ne rencontrait plus que la pompe farouche des enterrements de fédérés, tués à l'ennemi, des convois sans prêtres, des corbillards couverts de drapeaux rouges, suivis de foules portant des bouquets d'immortels. Les églises fermées se transformaient chaque soir en salles de club. Les seuls journaux révolutionnaires paraissaient, on avait supprimé tous les autres. C'était Paris détruit, ce grand et malheureux Paris qui gardait, contre l'Assemblée, sa répulsion de capitale républicaine, et chez lequel grandissait à présent la terreur de la commune, l'impatience d'en être délivré, au milieu des effrayantes histoires qui couraient, des arrestations quotidiennes d'otages, des tonneaux de poudre descendus dans les égouts, où, disait-on, veillaient des hommes avec des torches, attendant un signal. Maurice, alors, qui n'avait jamais bu, se trouva pris et comme noyé dans le coup d'ivresse générale. Il lui arrivait, maintenant, lorsqu'il était de service à quelque poste avancé, ou bien lorsqu'il passait la nuit au corps de garde, d'accepter un petit verre de cognac. S'il en prenait un second, il s'exaltait parmi les souffles d'alcool qui lui passaient sur la face. C'était l'épidémie envahissante, la saoulerie chronique, léguée par le premier siège, aggravée par le second, cette population sans pain ayant de l'eau-de-vie et du vin à plein tonneau et qui s'était saturée, délirante désormais à la moindre goutte. Pour la première fois de sa vie, le 21 mai, un dimanche, Maurice rentra ivre, vers le soir, rue des Orties, où il couchait de temps à autre. Il avait passé la journée à Neuilly encore, faisant le coup de feu, buvant avec les camarades dans l'espoir de combattre l'immense fatigue qui l'accablait.
Puis, la tête perdue, à bout de force, il était venu se jeter sur le lit de sa petite chambre, ramené par l'instinct, car jamais il ne se rappela comment il était rentré. Et le lendemain seulement, le soleil était déjà haut, lorsque des bruits de tocsins, de tambours et de clairons le réveillèrent. La veille, au point du jour, les Versaillais, trouvant une porte abandonnée, étaient entrés librement dans Paris. Dès qu'il fut descendu, habillé à la hâte, le fusil en bandoulière, un groupe effaré de camarades, rencontrés à la mairie de l'arrondissement, lui conta les faits de la soirée et de la nuit, au milieu d'une confusion telle qu'il lui fut d'abord difficile de comprendre. Depuis 10 jours que le fort d'Issy et la grande batterie de Montretout, aidés par le mont Valérien, battaient le rempart, la porte de Saint-Cloud était devenue intenable, et l'assaut allait être donné le lendemain, lorsqu'un passant, vers 5 heures, voyant que personne ne gardait plus la porte, avait simplement appelé du geste les gardes de tranchées, qui se trouvaient à peine à 50 mètres. Sans attendre, 2 compagnies du 37e de ligne étaient entrées. Puis, derrière elles, tout le 4e corps, commandé par le général Douai, avait suivi. Pendant la nuit entière, des troupes avaient coulé, d'un flot ininterrompu. À 7 heures, la division Verger descendait vers le pont de Grenelle et poussait jusqu'au Trocadéro. À 9 heures, le général Clinchamp prenait Passy et la Muette. À 3 heures du matin, le premier corps campait dans le bois de Boulogne, tandis que, vers le même moment, la division Bruat passait la Seine pour enlever la porte de Sèvres et faciliter l'entrée du 2e corps qui, sous les ordres du général de Cissé, devait occuper le quartier de Grenelle, 1 heure plus tard. C'était ainsi que, le 22 au matin, l'armée de Versailles était maîtresse du Trocadéro et de la Muette, sur la rive droite, de Grenelle sur la rive gauche, et cela au milieu de la stupeur, de la colère et du désarroi de la commune, criant déjà à la trahison, éperdue à l'idée de écrasement inévitable. Ce fut le premier sentiment de Maurice, quand il eut compris. La fin était venue, il n'y avait qu'à se faire tuer. Mais le tocsin sonnait à la volée, les tambours battaient plus fort, des femmes et jusqu'à des enfants travaillaient aux barricades, les rues s'emplissaient de la fièvre des bataillons, réunis à la hâte, courant à leur poste de combat. Et, dès midi, l'éternel espoir renaissait au cœur des soldats exaltés de la commune, résolus à vaincre, en constatant que les Versaillais n'avaient presque pas bougé. Cette armée, qu'ils avaient craint de voir aux Tuileries en 2 heures, opérait avec une prudence extraordinaire, instruite par ses défaites, exagérant la tactique que les Prussiens lui avaient si durement apprise. À l'hôtel de ville, le comité de salut public et de l'Écluse, délégué à la guerre, organisait, dirigeait la défense. On racontait qu'ils avaient repoussé dédaigneusement une suprême tentative de conciliation. Cela enflammait les courages. Le triomphe de Paris redevenait certain. De toutes parts, la résistance allait être farouche, comme l'attaque devait être implacable dans la haine grossie de mensonges et d'atrocités qui brûlait au cœur des 2 armées. Et, cette journée, Maurice la passa du côté du Champ-de-Mars et des Invalides, à se replier lentement, de rue en rue, en lâchant des coups de feu. Il n'avait pu retrouver son bataillon. Il se battait avec des camarades inconnus, emmenés par eux sur la rive gauche, sans même y avoir pris garde. Vers 4 heures, ils défendirent une barricade qui fermait la rue de l'Université à sa sortie sur l'esplanade. Et ils ne l'abandonnèrent qu'au crépuscule lorsqu'ils surent que la division Bruat, filant le long du quai, s'était emparée du corps législatif. Ils avaient failli être pris. Ils gagnèrent la rue de Lille à grand-peine, grâce à un large détour par la rue Saint-Dominique et la rue de Bellechasse. Quand la nuit tomba, l'armée de Versailles occupait une ligne qui partait de la porte de Vanves, passait par le corps législatif, le palais de l'Élysée, l'église Saint-Augustin, la gare Saint-Lazare et aboutissait à la porte d'Asnières. Le lendemain, le 23, un mardi printanier de clair et chaud soleil fut pour Maurice le jour terrible. Les quelques centaines de fédérés dont il faisait partie et où il y avait des hommes de plusieurs bataillons tenaient encore tout le quartier, du quai à la rue Saint-Dominique. Mais la plupart avaient bivouaqué rue de Lille, dans les jardins des grands hôtels qui se trouvaient là.
Lui-même s'était endormi profondément sur une pelouse à côté du palais de la Légion d'honneur. Dès le matin, il croyait que les troupes débusqueraient du corps législatif pour les refouler derrière les fortes barricades de la rue du Bac. Les heures pourtant se passèrent sans que l'attaque se produisît. On n'échangeait toujours que des balles perdues, d'un bout des rues à l'autre. C'était le plan de Versailles qui se développait avec une lenteur prudente. La résolution bien arrêtée de ne pas se heurter de front à la formidable forteresse que les insurgés avaient faite de la terrasse des Tuileries, l'adoption d'un double cheminement à gauche et à droite le long des remparts, de manière à s'emparer d'abord de Montmartre et de l'Observatoire pour se rabattre ensuite et prendre tous les quartiers du centre dans un immense coup de filet. Vers 2 heures, Maurice entendit raconter que le drapeau tricolore flottait sur Montmartre. Attaqués par 3 corps d'armée à la fois, qui avaient lancé leurs bataillons sur la butte, au nord et à l'ouest, par les rues Le Pic, des Saules et du Mont-Cenis, la grande batterie du Moulin de la Galette venait d'être prise. Et les vainqueurs refluaient sur Paris, emportaient la place Saint-Georges, Notre-Dame de Lorette, la mairie de la rue Drouot, le Nouvel Opéra. Pendant que, sur la rive gauche, le mouvement de conversion, parti du cimetière Montparnasse, gagnait la place d'Enfer et le marché aux chevaux. Une stupeur, de la rage et de l'effroi accueillait ces nouvelles, ces progrès si rapides de l'armée. Et quoi ? Montmartre enlevé en 2 heures ? Montmartre, la citadelle glorieuse et imprenable de l'insurrection ? Maurice s'aperçut bien que les rangs s'éclaircissaient. Des camarades tremblants filaient sans bruit, allaient se laver les mains, mettre une blouse, dans la terreur des représailles. Le bruit courait qu'on serait tourné par la Croix-Rouge, dont l'attaque se préparait. Déjà, les barricades des rues Martignac et de Bellechasse étaient prises. On commençait à voir les pantalons rouges au bout de la rue de Lille. Et il ne resta bientôt que les convaincus, les acharnés, Maurice et une 50aine d'autres, décidés à mourir, après en avoir tué le plus possible, de ces Versaillais qui traitaient les fédérés en bandits, qui fusillaient les prisonniers en arrière de la ligne de bataille. Depuis la veille, l'exécrable haine avait grandi. C'était l'extermination entre ces révoltés mourant pour leurs rêves et cette armée toute fumante de passions réactionnaires, exaspérée d'avoir à se battre encore. Vers 5 heures, comme Maurice et les camarades se repliaient décidément derrière les barricades de la rue du Bac, descendant de porte en porte la rue de Lille, en tirant toujours, il vit tout d'un coup une grosse fumée noire sortir par une fenêtre ouverte du palais de la Légion d'honneur. C'était le premier incendie allumé dans Paris, et, sous le coup de furieuse démence qui l'emportait, il en eut une joie farouche. L'heure avait sonné, que la ville entière flamba donc comme un bûcher immense, que le feu purifia le monde. Mais une apparition brusque l'étonna. 5 ou 6 hommes venaient de sortir précipitamment du palais, ayant à leur tête un grand gaillard dans lequel il reconnut Chouteau, son ancien camarade d'escouade du 106e. Il l'avait aperçu déjà avec un képi galonné après le 18 mars. Il le retrouvait monté en grade, ayant des galons partout, attaché à l'état-major de quelque général qui ne se battait pas. Une histoire lui revint, qu'on lui avait contée. Ce Chouteau installé au palais de la Légion d'honneur, vivant là en compagnie d'une maîtresse dans une bombance continuelle, s'allongeant avec ses bottes au milieu des grands lits somptueux, cassant les glaces à coups de revolver, pour rire. Même on assurait que sa maîtresse, sous le prétexte d'aller faire son marché aux Halles, partait chaque matin en voiture de gala, déménageant des ballots de linge volés, des pendules et jusqu'à des meubles. Et Maurice, à le voir courir avec ses hommes, tenant encore à la main un bidon de pétrole, éprouva un malaise, un doute affreux où il sentit vaciller toute sa foi. L'œuvre terrible pouvait donc être mauvaise, qu'un tel homme en était l'ouvrier. Des heures encore s'écoulèrent. Il ne se battait plus que dans la détresse, ne retrouvant en lui, debout, que la sombre volonté de mourir. S'il s'était trompé, qu'il payât au moins l'erreur de son sang. La barricade qui fermait la rue de Lille, à la hauteur de la rue du Bac, était très forte, faite de sacs et de tonneaux de terre, précédée d'un fossé profond.
Il la défendait avec une douzaine à peine d'autres fédérés, tous à demi couchés, tuant à coup sûr chaque soldat qui se montrait. Lui, jusqu'à la nuit tombante, ne bougea pas, épuisa ses cartouches, silencieux, dans l'entêtement de son désespoir. Il regardait grossir les grandes fumées du palais de la Légion d'honneur, que le vent rabattait au milieu de la rue, sans qu'on pût encore voir les flammes sous le jour finissant. Un autre incendie avait éclaté dans un hôtel voisin. Et, brusquement, un camarade vint l'avertir que les soldats, n'osant prendre la barricade de front, étaient en train de cheminer à travers les jardins et les maisons, trouant les murs à coups de pioche. C'était la fin. Ils pouvaient déboucher là d'un instant à l'autre. Et en effet, un coup de feu plongeant étant parti d'une fenêtre, il revit Chouteau et ses hommes qui montaient frénétiquement à droite et à gauche dans les maisons d'angle avec leur pétrole et des torches. Une demi-heure plus tard, sous le ciel devenu noir, tout le carrefour flambait, pendant que lui, toujours couché derrière les tonneaux et les sacs, profitait de l'intense clarté pour abattre les soldats imprudents qui se risquaient dans l'enfilade de la rue, hors des portes. Combien de temps Maurice tira-t-il encore ? Il n'avait plus conscience du temps ni des lieux. Il pouvait être 9 heures, 10 heures peut-être. L'exécrable besogne qu'il faisait l'étouffait maintenant d'une nausée, ainsi qu'un vin immonde qui revient dans l'ivresse. Autour de lui, les maisons en flammes commençaient à l'envelopper d'une chaleur insupportable, d'un air brûlant d'asphyxie. Le carrefour, avec ses tas de pavés qui le fermaient, était devenu un camp retranché, défendu par les incendies, sous une pluie de tisons. N'étaient-ce pas les ordres ? Incendier les quartiers en abandonnant les barricades, arrêter les troupes par une ligne dévorante de brasiers, brûler Paris à mesure qu'on le rendrait ? Et, déjà, il sentait bien que les maisons de la rue du Bac ne brûlaient pas seules. Derrière son dos, il voyait le ciel s'embraser d'une immense lueur rouge. Il entendait un grondement lointain, comme si toute la ville s'allumait. À droite, le long de la Seine, d'autres incendies géants devaient éclater. Depuis longtemps, il avait vu disparaître Chouteau, fuyant les balles, les plus acharnés de ses camarades filaient eux-mêmes un à un, épouvantés par l'idée d'être tournés d'un moment à l'autre. Enfin, il restait seul, allongé entre deux sacs de terre, ne pensant qu'à tirer toujours, lorsque les soldats, qui avaient cheminé à travers les cours et les jardins, débouchèrent par une maison de la rue du Bac et se rabattirent. Dans l'exaltation de cette lutte suprême, il y avait 2 grands jours que Maurice n'avait pas songé à Jean. Et Jean non plus, depuis qu'il était entré dans Paris avec son régiment, dont on avait renforcé la division Bruat, ne s'était pas, une seule minute, souvenu de Maurice. La veille, il avait fait le coup de feu au Champ de Mars et sur l'esplanade des Invalides. Puis, ce jour-là, il n'avait quitté la place du Palais Bourbon que vers midi pour enlever les barricades du quartier jusqu'à la rue des Saints-Pères. Lui, si calme, s'était peu à peu exaspéré dans cette guerre fratricide, au milieu de camarades dont l'ardent désir était de se reposer enfin après tant de mois de fatigue. Les prisonniers qu'on ramenait d'Allemagne et qu'on incorporait ne dérageaient pas contre Paris. Et il y avait encore les récits des abominations de la Commune qui le jetaient hors de lui en blessant son respect de la propriété et son besoin d'ordre. Il était resté le fond même de la nation, le paysan sage, désireux de paix, pour qu'on recommençât à travailler, à gagner, à se refaire du sang. Mais surtout, dans cette colère grandissante, qui emportait jusqu'à ses plus tendres préoccupations, les incendies étaient venus l'affoler. Brûler les maisons, brûler les palais, parce qu'on n'était pas les plus forts. Ah, ça, non, par exemple. Il n'y avait que des bandits capables d'un coup pareil. Et lui, dont les exécutions sommaires, la veille, avaient serré le cœur, ne s'appartenait plus, farouche, les yeux hors de la tête, tapant, hurlant. Violemment, Jean déboucha dans la rue du Bac, avec les quelques hommes de son escouade. D'abord, il ne vit personne. Il crut que la barricade venait d'être évacuée. Puis, là-bas, entre 2 sacs de terre, il aperçut un communard qui remuait, qui épaulait, tirant encore dans la rue de Lille.
et ce fut sous la poussée furieuse du destin. Il courut, il cloua l'homme sur la barricade d'un coup de baïonnette. Maurice n'avait pas eu le temps de se retourner. Il jeta un cri, il releva la tête. Les incendies les éclairaient d'une aveuglante clarté. « Oh, Jean, mon vieux Jean, est-ce toi ?» Mourir, il le voulait. Il en avait l'enragée impatience. Mais mourir de la main de son frère, c'était trop. Cela lui gâtait la mort en l'empoisonnant d'une abominable amertume. « Est-ce donc toi, Jean, mon vieux Jean ?» Foudroyé, dégrisé, Jean le regardait. Ils étaient seuls. Les autres soldats s'étaient déjà mis à la poursuite des fuyards. Autour d'eux, les incendies flambaient plus haut, les fenêtres vomissaient de grandes flammes rouges, tandis qu'on entendait, à l'intérieur, l'écroulement embrasé des plafonds. Et Jean s'abattit près de Maurice, sanglotant, le tâtant, tâchant de le soulever pour voir s'il ne pourrait pas le sauver encore. « Oh, mon petit, mon pauvre petit !» Merci d'avoir écouté. À demain pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous souhaitez promouvoir cette chaîne, vous pouvez aussi liker, mettre un commentaire et partager.